Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz, je suis professeur associé à l'Université de Kyoto et je suis à nouveau rejoint aujourd'hui par mon ami Stanislav Krapivnik. Nous venons d'assister à la conférence sur la sécurité de Munich et Stas, j'ai vraiment envie d'en discuter avec toi. Alors bienvenue dans l'émission. Tu sais, parfois le scénario s'écrit tout seul. Je veux dire, le scénario de comédie noire. Munich, c'était c'était quelque chose. Et vous savez, notre ami Marco Rubio, c'était quelque chose aussi. Je pense qu'il faut vraiment commencer par cette partie insensée de son discours, où il se met à faire l'éloge du colonialisme. Juste pour que tout le monde sache de quoi on parle. Je veux partager ça. Alors, essayons d'écouter le discours un instant. Il dure environ 1 minute et demie, peut-être 2 minutes. Donnez-moi juste une seconde. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident s'était étendu. Ses missionnaires, ses pèlerins, ses soldats, ses explorateurs, se déversant depuis ses rivages pour traverser les océans, coloniser de nouveaux continents et bâtir d'immenses empires s'étendant à travers le globe. Mais en 1945, pour la première fois depuis l'époque de Christophe Colomb, il se contractait. L'Europe était en ruine. La moitié de celle-ci vivait derrière un rideau de fer, et le reste semblait sur le point de suivre. Les grands empires occidentaux étaient entrés dans un déclin irréversible, accéléré par les révolutions communistes athées et par les soulèvements anticoloniaux qui allaient transformer le monde et draper la carte du marteau et de la faucille rouge sur d'immenses étendues dans les années à venir. Dans ce contexte, hier comme aujourd'hui, beaucoup en sont venus à croire que l'ère de domination de l'Occident touchait à sa fin et que notre avenir ne serait qu'un pâle et faible écho de notre passé. Mais ensemble, nos prédécesseurs ont compris que le déclin était un choix, et c'était un choix qu'ils ont refusé de faire. C'est ce que nous avons accompli ensemble autrefois, et c'est ce que le président Trump et les États-Unis veulent faire à nouveau aujourd'hui, avec vous. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, car cela nous affaiblit nous-mêmes. Nous voulons des alliés capables de se défendre, afin qu'aucun adversaire ne soit jamais tenté de mettre à l'épreuve notre force collective. Et il continue encore et encore, tu sais, à dire aux Européens de bien vouloir se préparer et redevenir plus forts, parce que nous devons à nouveau nous défendre contre les rouges, les communistes et contre les soulèvements coloniaux. Tu sais, comme il déplore que l'Occident ait perdu ses empires. Franchement, je n'aurais jamais cru entendre un secrétaire d'État américain en exercice dire une chose pareille. D'accord. Avant que je ne démonte ce qu'il a réellement dit, parce qu'il y a tellement de choses qui ne tiennent pas la route, combien d'heures avons-nous? On pourrait en faire une série en plusieurs parties avec cette folie. Commençons par la partie du discours que personne n'a écouté et par une partie des origines de Rubio. Tu sais qui étaient les ancêtres de Rubio? Dans son discours, il a dit qu'ils étaient espagnols, mais nous savons tous que sa famille venait de Cuba. Et comme tu me l'as déjà expliqué, pas de la partie la plus glorieuse. Ils sont espagnols. Ils ne sont pas, je ne sais pas à quel point ils se sont mêlés aux habitants, mais ce sont des Espagnols. Mais il y a un point essentiel ici. Ils appartiennent à la noblesse espagnole. De rang moyen à inférieur, je ne sais pas trop. Et comme quelqu'un issu de la noblesse, du côté de ma mère, du côté de mon père, c'était des sous-officiers, des paysans, et ainsi de suite. Le côté maternel vient d'une très ancienne noblesse russe, remontant à l'époque d'Ivan Grozny, Ivan Kath, autrement dit le Terrible, mais une personne privée à part entière. Des traductions correctes à craindre.
Propagande britannique. Depuis, vous savez, le milieu des années 1500, même avant en fait, ma famille, la famille de ma mère, appartenait à la noblesse. Et cela se transmet. Vous savez qu'étaient vos ancêtres. Peut-être que nous avons tout perdu pendant les raids du NKVD et ce genre de choses. Mon arrière-grand-mère a simplement, quelque part, enterré un coffre entier contenant l'arbre généalogique, des pièces d'or, tout, parce qu'il se faisait piller. Mais ma mère l'avait vu, et cela dépasse notre juridiction. Vous connaissez vos ancêtres, vous connaissez la gloire qu'ils ont eue, et c'est quelque chose qui est ancré dans toute famille de ce genre. Lui, il connaît les siens. Sa famille, pour que les gens comprennent, appartenait à la classe des vice-rois dans l'Empire espagnol. C'étaient les nobles envoyés pour être les gouverneurs impériaux des petits paysans sales et misérables, les paysans non espagnols quelque part dans l'Empire. C'étaient les types qui vivaient dans la grande maison, malmenaient les habitants locaux comme bon leur semblait, parce qu'ils représentaient l'autorité suprême. C'est ce qu'il veut. C'est l'histoire de sa famille. Qu'on l'aime ou non, c'est ainsi. Maintenant, quant à savoir quelles étaient les inclinations de son père, je n'en sais rien. Mais sa famille a fui Cuba 4 ans avant l'arrivée de Castro. Et Castro lui-même n'était pas un socialiste acharné. C'est simplement que c'était le seul endroit où il pouvait trouver de l'aide quand la CIA lui a dit « Ah, tu t'es débarrassé de Batista, maintenant tu es à nous. » Non, je ne le suis pas. Oh, si tu l'es, si tu veux vivre. Eh bien, voyons, quelle autre option avait-il? Oh voilà l'Union soviétique. D'accord, au revoir. Nous passons maintenant du camp socialiste modéré au camp socialiste dur, ou peut-être au camp socialiste léger. Voyons s'ils ont trop tiré sur la corde, car ils s'étaient habitués à posséder ceux qui gouvernaient Cuba et beaucoup de pays d'Amérique latine, les posséder entièrement, peu importe leurs opinions. Mais le fait est que sa famille a fui 4 ans plus tôt. Donc fuyait-il Batista? Je veux dire, c'étaient des réfugiés, donc évidemment il fuyait quelque chose. Il a peut-être aussi des problèmes avec son père, tant qu'à faire. Mais il veut le vice-roi. Je veux dire, il vient de cette classe de vice-roi. Vous savez, la différence entre les empires occidentaux et l'empire russe était très très marquée. L'empire russe fonctionnait comme une version allégée de l'empire romain, car la Russie d'ailleurs se considère comme l'héritière de l'empire byzantin, lequel, soit dit en passant, ne s'est jamais appelé byzantin. Ils se nommaient eux-mêmes romains. Ils étaient les Romains d'Orient. Byzantin était un terme que d'autres leur donnaient, tout comme les Hongrois sont appelés Hongrois. Ainsi, lorsque l'Empire romain a conquis des territoires, il y eut des révoltes locales, non pas pour être libre, mais pour devenir citoyens romains. En fait, il y eut une guerre entière à travers la péninsule italienne. Tous ces États vassaux disaient « Écoutez, si nous devons faire partie de tout cela, nous voulons être pleinement citoyens romains. » Abat cette tyrannie de seconde zone. Alors ils se sont constitués en société, et les étrangers sont devenus aussi romains que les Romains eux-mêmes. Je veux dire, l'un des empereurs, Hadrien, était espagnol, bon sang. Nous voyons là, eh bien, c'est de la même manière que l'Empire russe s'est étendu. Dans chaque territoire qu'il prenait, les habitants n'étaient pas exterminés, ils n'étaient pas exploités. On les élevait au même niveau que le reste des citoyens. Ils avaient les mêmes droits, ils étaient sur un pied d'égalité. Les gens se mariaient entre eux. L'Empire russe investissait des ressources dans ces régions, non pas simplement pour en extraire les richesses et partir, ou pour se débarrasser des habitants et construire le strict minimum, comme cela s'est produit dans bon nombre de ces empires d'Europe occidentale. Mais ils ont construit des villes, ils ont construit des universités. Ils se disaient que si les habitants ne savaient ni lire ni écrire, parce qu'il y avait toutes sortes de peuples différents, ils leur apprendraient à lire et à écrire.
Ils ont même créé une langue écrite pour leur propre langue, en plus du russe. Et ils les ont convertis à l'orthodoxie en envoyant l'Église sur place, en convertissant quelques habitants, en les envoyant au séminaire, puis ces personnes revenaient pour convertir leur propre communauté. C'est plus simple ainsi. Ça l'est toujours. Mais le point pour revenir à Rubio, c'est qu'il y a là une grande différence. La manière dont la Russie s'y est prise, avec 180 groupes ethniques en dehors des Slaves représentant les 18% restants de la population, par rapport à l'Empire espagnol, à l'Empire français, et ainsi de suite, qui eux se contentaient d'exploiter les populations locales. Vous avez exploité les habitants et vous avez amené vos propres gens pour former la classe supérieure de la région. Vous avez fait venir les vice-rois qui étaient la haute société là-bas. Voilà ce qu'il a en tête. Désolé, je sais que je me suis un peu écarté du sujet, mais tout le monde connaît plus ou moins le fonctionnement des empires occidentaux. En revanche, ils ne connaissent pas celui des autres empires. C'est un empire, mais ce n'est pas un empire. Cela fait donc partie de son contexte pour prononcer ce discours. Alors oui, cet homme a essentiellement déclaré que 500 ans de civilisation occidentale pouvaient se résumer à une seule réalisation, l'empire. Peu importe l'art, peu importe la littérature, peu importe le reste, c'est l'empire, mon ami. C'est la seule chose qui compte. Petite interruption rapide, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pacalotas.substack.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Ouais, mais il ajoute vraiment ça. Il dit, n'est-ce pas, que nous avons apporté l'art, la culture et la science au monde. Et puis, la plus grande, la pire chose qui soit arrivée après 45, c'est que nous avons cessé de le faire, que l'Occident s'est replié sur lui-même, n'est-ce pas? Cette idée qu'aucune autre partie du monde n'est capable de produire quelque chose au niveau ou selon les standards de l'Occident, que l'Occident doit aller l'apporter. N'est-ce pas? C'est, je veux dire, un discours colonial du 19e siècle. C'est simplement très bien formulé. Jusqu'à présent, du moins depuis les années 1950 jusqu'en 2025, même lorsque l'Occident agissait ainsi, il disait au moins « Oh non, nous le faisons pour des raisons humanitaires, pour les droits de l'homme. Nous le faisons pour le bien de la planète. Nous sommes tous égaux. Nous formons tous une seule famille, n'est-ce pas? » Mais parfois, la famille a besoin d'un peu de punition pour s'assurer que nous restons unis. Vous savez, tout ensemble. Maintenant, c'est plutôt « Non, on renverse la table. Nous revenons à ce qui est bon pour nous et nous exigeons que vous nous rendiez ce qui nous appartient par la force. Et au fait, l'Europe, tu dois faire ta part pour nous. » Et voici aussi ce qui est intéressant. Je m'attends à ce que Rubio le sache. Ce qui est fascinant à propos de l'Amérique, de la fondation de l'Amérique, c'est que d'abord il s'agissait d'une révolte contre l'Empire. Elle a pris une très grande partie de l'Empire britannique et a dit « au revoir ». Non, c'est le commencement. Je ne parle pas du moment où l'Amérique est devenue un empire. Cela est venu un peu plus tard. Et ensuite, si vous lisez les pères fondateurs, si vous lisez les Federalist Papers, si vous lisez n'importe lequel des documents, ils disaient qu'ils étaient l'anti-Europe. Oui, oui, oui et non. Tu as ces deux ailes. Les fédéralistes, oui, mais tu as toujours eu les jeffersoniens, n'est-ce pas? Qui d'un autre côté disaient « non, 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 nous sommes en gros, tu vois, ce proto-libéralisme du genre « nous sommes la Révolution française des Amériques ». Donc, nous devons nous révolter avec les Français contre ce qui ne va pas et apporter enfin les Lumières.
Et c'est ce prototype de l'état d'esprit néolibéral, celui du « nous apportons le salut au monde ». Il y a aussi ce moment-là, mais ils étaient opposés à ce qu'était l'establishment français et contre le pouvoir français qui l'a brisé. D'ailleurs, la Révolution française, c'est la faute des Américains. Non pas parce que les Américains voulaient que les Français soient libres ou quelque chose comme ça, mais parce que les Américains ont trahi les Français. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les écoles américaines. Mais si on se penche sur la Révolution française, pas Thomas Jefferson, hein? Oui, Benjamin Franklin. Oui, Benjamin Franklin était l'ambassadeur auprès de la cour de France. Il a convaincu Louis de s'endetter massivement pour approvisionner les Américains, et ensuite, ils ont obtenu des droits commerciaux exclusifs avec les États-Unis. Dès la deuxième ou la troisième bataille, Washington avait perdu tous ses canons. L'armée continentale, je ne vais pas dire les États-Unis, car il n'y avait pas encore d'États-Unis à ce moment-là, manquait de poudre à canon. Le Congrès continental parlait même de produire des arcs longs en série. Il se serait simplement tenu là à tirer des flèches sur les Britanniques. À la fin de la Révolution américaine, toute la flotte américaine, toute la poudre à canon, tous les canons et la moitié des soldats étaient français, vêtus d'uniformes américains. Eh bien, Yorktown tombe, les Américains se précipitent pour conclure la paix avec les Britanniques, signent un accord séparé et accordent aux Britanniques des droits exclusifs, laissant les Français sur la touche, toujours en guerre contre la Grande-Bretagne. Ils se font donc avoir dans l'affaire. Ajoutez à cela quelques mauvaises récoltes et vous obtenez la Révolution. Et les Américains, il y a même eu ce qu'on appelait la fausse guerre, parce que les Français exigeaient un remboursement et que les Américains répondaient « Non, nous ne le ferons pas ». Ils ont commencé à se saisir mutuellement de leurs navires. Les Français étaient en train de gagner ce conflit, mais ensuite est survenue la Révolution française. Donc oui, voilà ce qu'on n'enseigne pas dans les écoles américaines, la trahison. Je sais, je suis content que tu en parles. Mais tu sais, toute l'histoire que tu décris, c'est bien connu, c'est aussi une guerre intercoloniale. Non? Ce n'était pas la guerre, parce que l'autre versant du conflit, la guerre contre la population autochtone, était tout à fait différente. Plus tard, les États-Unis ont également remporté celle-là de manière décisive, en exterminant pratiquement la population autochtone et en démantelant toutes les structures politiques qui existaient autrefois sur le continent. Mais ce n'est pas la guerre d'indépendance, n'est-ce pas? La guerre d'indépendance porte essentiellement sur la question de savoir qui décide de ce qui se passe dans les 13 colonies. Eh bien, ce furent essentiellement les descendants des Britanniques qui ont ensuite vaincu ces types, élaboré une certaine politique étrangère et réussi à étendre massivement leur empire, qui avait pourtant commencé relativement petit, jusqu'au Pacifique, jusqu'à l'annexion d'Hawaï contre la volonté d'Hawaï, si tant est qu'Hawaï ait été d'accord avec ça. Et vous savez, c'est une histoire d'expansion immense. Et puis, en 1945, je veux dire, tout ce langage a été transformé. Ma question est, pensez-vous qu'il soit en train de redevenir ce qu'il était, pour de bon, ou est-ce plutôt le dernier souffle de cet empire? Laissez-moi juste une seconde vous montrer ceci ici, la façon dont une partie de la presse occidentale en parle en ce moment. Alors vous savez, The Atlantic publie le titre « Le discours impressionnant de Marco Rubio ». Le secrétaire d'État a cherché non seulement à rassurer, mais aussi à mobiliser l'Europe. Et la BBC affirme que le discours de Rubio montre que les relations entre les États-Unis et l'Europe sont meurtries, mais encore amicales. Et il faut dire que, vous savez, les Européens lui ont fait une ovation debout, essentiellement parce que la majeure partie de son discours portait sur sa volonté de voir les États-Unis et l'Europe avancer d'un même pas.
Mais enfin, l'Europe se met elle-même à la remorque des États-Unis, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien faire sa part. Et ils ont applaudi cela. Alors, sommes-nous revenus, par pure stupidité, dans le monde du 19e siècle, ou s'agit-il du dernier souffle de l'Empire? Je dirais que l'Europe va en réalité avancer au même rythme que l'Amérique, ou peut-être même 3 ou 4 pas en avant, car c'est l'agneau sacrificiel qu'on pousse en avant. Ouais, c'est là que les balles entrent en jeu. Ouais, c'est ça, c'est ça. 2 choses à ajouter rapidement avant de continuer. Premièrement, tu dis que c'est de notoriété publique. Crois-moi, pour la plupart des Américains, ce n'est pas le cas. Ils ne savent pas. Ce n'est pas enseigné dans les écoles américaines. Ce qu'on y enseigne comme histoire, c'est une part d'histoire pour 10 parts de mythe. C'est exagéré à outrance. Ou bien, s'ils ne te mentent pas carrément, ils suppriment simplement tous les détails superflus qui contredisent le récit qu'ils veulent diffuser. Tu n'apprends tout cela que si tu commences à creuser par toi-même. L'immense majorité des Américains n'a aucune idée de ce qu'est la véritable histoire. En réalité, personne ne veut parler non plus des génocides des Indiens, parce que c'est tout simplement pas bon pour l'image, ou du fait que la stérilisation forcée des femmes indiennes n'a pris fin qu'en 1969, lorsque leur représentante s'est rendue à l'ONU pour tout exposer. 1969. Vous voyez, c'est même pas le début des années 1900, c'est carrément la fin du XXe siècle. Donc ça, c'est un point. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement l'Union soviétique qui a contribué à la décolonisation des empires européens. Les États-Unis ont été extrêmement actifs dans la destruction de ces empires, en particulier les empires français et britanniques. Ils ont eux-mêmes soutenu bon nombre de ces mouvements. Ils ne veulent pas en parler maintenant parce que c'est pas commode. Mais c'était probablement les États-Unis qui en faisaient plus que l'Union soviétique dans beaucoup de ces affaires, essayant d'affaiblir les Européens de l'Ouest autant que possible, pour les ramener à quelque chose de gérable en détruisant leurs économies, leurs capacités, en les limitant simplement à l'Europe. L'opération Gladio battait son plein depuis 1948, voire plus tôt. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est l'opération Gladio, comme je l'ai dit, j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet, il s'agit des armées de l'ombre de la CIA. J'ai interviewé la colonelle Towner, elle est retraitée de l'armée de l'air et c'est une véritable experte sur le sujet. Donc ce que je savais, et ensuite ce qu'elle savait, et tu en parles, c'est que la duplicité que les États-Unis ont imposée à l'Europe jusqu'en 1991 était incroyable, tout en élevant cette classe de politiciens serviles. Maintenant, de quoi parle Rubio? Tu sais, les États-Unis n'iront pas combattre la Russie. Ils ont besoin que l'Europe fasse sa part. Il est malin, car il marque des points populistes pour les partis de droite ou du centre. Et il appuie sur ces boutons populaires. Vos pays sont en train de se dégrader ici, là et là. Ce qui est vrai. Et la réponse à cela, c'est « Préparez-vous à la guerre avec la Russie, car cela reconstruira vos nations jusqu'à leur niveau d'autrefois. » Bien sûr, sinon, cela les détruira. La guerre avec la Russie servit à reconstruire l'Europe, n'est-ce pas? Après que tout ait été rasé jusqu'au sol. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Et voici le point suivant, merci de l'avoir mentionné. La première fois que j'ai lu un article de ce genre. Bon, tout d'abord, savez-vous comment les Américains appelaient la Seconde Guerre mondiale? La Grande Guerre. Non, non, non. La Seconde Guerre mondiale était la Grande Guerre. Pourquoi? Pas parce qu'elle était immense, mais parce qu'elle a sorti les États-Unis de la Grande Dépression et en a fait la première puissance économique mondiale. Désolé, l'expression « la Grande Guerre », je pensais qu'elle était réservée à la Première Guerre mondiale.
C'était le cas dans la plupart de l'Europe et ailleurs. Mais beaucoup de commentateurs américains appellent la Seconde Guerre mondiale la Grande Guerre. D'un point de vue économique, pas parce qu'ils combattaient Hitler ou quoi que ce soit de ce genre. Sur le plan économique, les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en produisant environ 50% du PIB mondial, voire un peu plus. Tout le monde s'était mutuellement frappé, selon la guerre de chacun et le moment où elle avait commencé. Vous savez, Barbarossa avec l'Union soviétique, c'était en 1941. Le front occidental ou la Pologne en 1939. Pour les Chinois, c'était en 1936 ou 1937, je crois, peut-être même plus tôt. Selon l'endroit où l'on veut commencer, si l'on commence avec les Coréens, c'était encore plus tôt avec l'agression japonaise qui arrivait. Donc, on obtient toute une période où tout le monde s'est à peu près détruit mutuellement dans une grande guerre. Les États-Unis s'imposent comme la puissance de la démocratie, la puissance de leur propre économie. C'est là que le rêve américain est réellement né, le rêve américain moderne. Il a été une réalité durant les années 50 et 60. Puis cela a commencé à décliner, parce que tout le monde reconstruisait et rattrapait son retard, voire dépassait ou surpassait, dans le cas de la Chine, dans les années 2010. À partir de là, le premier article que j'ai lu, c'était dans Forbes en 1999, portait sur ce thème. Nous avons besoin d'une autre grande guerre européenne, parce que les États-Unis pourraient ainsi effacer leurs dettes, redevenir créanciers et reconstruire l'Europe une fois de plus. Donc, il nous faut une autre grande guerre en Europe. 1989. Si cela paraît dans Forbes, on peut se dire qu'ils en parlaient déjà depuis un certain temps à ce moment-là. Depuis 1909, ça fait 27 ans, ou 26 allant sur 27 ans, ils ont empilé les cartes en faveur de cela. Et maintenant, nous y sommes. Maintenant, l'Europe, lève-toi, fais revivre ton empire, fais ta part. Va vers l'Est. Va vers l'Est, jeune homme. C'est tout le discours de Marco Rubio. Mais il a appuyé sur les bons boutons pour rallier des gens qui autrement se diraient « Oh, il veut que nous soyons à nouveau fiers, il veut que nous soyons à nouveau forts, il veut que vous mouriez à nouveau, en masse, vers l'Est. » Cette partie est écrite entre les lignes. Mais ils lui ont fait une ovation debout. Et même ceux qui ont détruit leur propre pays par le libéralisme woke extrême, lui ont fait une ovation debout. Les gens d'ailleurs qui ont détruit leur pays par la migration de masse, en détruisant leurs infrastructures énergétiques et ainsi de suite, lui ont fait une ovation debout. Alors je ne sais pas quoi dire, ce sont juste des idiots. Oui, non, mais on peut écouter un tel discours et le réconfort qui vient des États-Unis qu'on ne les abandonne pas. C'est quelque chose de très fort pour les Européens en ce moment. C'est un peu comme « Ah oui ». Et pour reprendre les mots de Margarita, n'est-ce pas? Papa ne part pas, n'est-ce pas? Papa ne divorce pas, il reste à la maison. Il nous bat, il nous frappe, il maltraite maman, mais il reste à la maison. Oh, super. Enfin d'accord, je sais. Désolé. Ce n'est pas une discussion très académique ici. C'est un peu, c'est de la polémique, évidemment. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils utilisent ces termes, n'est-ce pas? Et même Donald Trump s'y accroche maintenant, et les Européens aussi. Donc nous ne sommes pas les seuls à utiliser ces cadres. Je pense que tu veux, et moi aussi, je les ai utilisés. Exactement ce que tu dis. Mais allons un peu plus loin. Quand les États-Unis s'en vont, c'est comme ce père, le père violent, comme l'a dit Farley, qui dit « je quitte ce mariage ». Et la femme battue, habituée à être maltraitée, est tellement désespérée qu'elle ne veut pas qu'il parte. Elle dit « Eh bien, si tu pars, je vais me jeter sur notre voisin, qui va me tirer dessus parce que je vais l'attaquer. Et alors tu devras venir me sauver, ou au moins tenir mon corps mourant. Ce sera sur ta conscience, et ce sera sur ton âme, Amérique, quand l'Europe mourra face à la Russie. Donc tu dois descendre, te battre avec moi,
et nous irons tous ensemble combattre le voisin. Je pense que ces gens sont vraiment fous à ce point. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment difficile une fois qu'on est à l'intérieur d'un cadre idéologique, n'est-ce pas? Une fois qu'on a une compréhension très claire du monde et qu'on croit avoir la compréhension correcte et claire du monde, il est presque impossible d'en sortir ou même d'y pénétrer. Et on le voit dans la manière dont la discussion en Europe devient aussi très très virulente. Cela m'amène à parler du régime de sanctions qu'ils utilisent et qu'ils commencent maintenant à utiliser contre leurs propres citoyens et les citoyens suisses afin d'étouffer le débat et de s'assurer que, vous savez, cette cohérence idéologique demeure. Ce matin même sur Twitter, j'ai vu que hier, ou peut-être avant-hier, oui, probablement hier, le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères avait en fait dit à l'un des journalistes présents, « Vous savez, c'est bien que vous parliez des sanctions, parce que toute personne qui essaye d'abuser de la liberté d'expression et de la liberté de la presse doit savoir ce qu'il attend. » Il a dit ça. Et donc, ils ont une idée très claire de ce qu'ils veulent. J'adore ça. Oui, vous exercez vos libertés, et nous reconnaissons que vous en avez aussi. Mais nous ne les aimons pas, donc c'est un abus. Oui, on va vous punir, parce qu'en réalité, c'est la Russie, n'est-ce pas? La Russie utilise des gens pour utiliser leurs paroles, ce qui constitue une guerre hybride, et cela sera sanctionné. C'est vraiment malsain. Vous savez, c'est une version moderne de l'excommunication. Mais la différence avec l'excommunication au Moyen Âge, c'est que je vous excommuniais de ce village. Si vous partiez demain, tout le monde était content. Il suffisait de partir. Ici, on vous excommunie de la société et on ne va pas non plus vous laisser partir. Vous allez devoir rester là et mourir de faim, comme l'incarnation de ce qui arrive quand on ne pense pas de la bonne manière. Même si, en théorie, vous êtes censé pouvoir penser comme vous voulez. Tu peux le faire, mais nous allons simplement te punir pour cela. C'est une manière d'exercer le pouvoir, à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur, non? Oui. Ce qui me fait y penser maintenant, c'est que nous avons la preuve concrète, que ces gens raisonnent en termes d'empire colonial. Cela a probablement toujours été le cas, mais ils ne le disaient pas. Maintenant, nous avons la preuve que c'est dans leur esprit. Alors, quels sont les instruments d'un empire colonial qu'ils veulent utiliser? Je pense que les sanctions en font partie. L'autre chose, bien sûr, c'est l'usage du pouvoir structurel. Et ici, je vais simplement donner un autre exemple, puis écouter ton interprétation. Les États-Unis, il y a environ 7 ou 8 jours, ont introduit une mesure appelée le Protect Taiwan Act. Ce n'est pas encore une loi. C'est actuellement en cours d'examen à la Chambre. Ce qui est proposé, c'est que le projet de loi obligerait certaines entités fédérales à tenter d'exclure la Chine de 6 organisations financières internationales si le président informe le Congrès que les actions chinoises menacent Taïwan et représentent un danger pour les intérêts des États-Unis. Les intérêts, pas le pays lui-même, mais ses intérêts. Ensuite, ils énumèrent les 6 groupes internationaux. Le G20, la Banque des règlements internationaux, le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. On pourrait faire un épisode à part sur la stupidité de cette idée, car ces 6 entités ne sont en réalité pas sous le contrôle central des États-Unis, et ainsi de suite. Mais le fait est que les États-Unis demandent désormais à leurs entités de chercher à exclure la Chine, n'est-ce pas? De faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher d'une manière ou d'une autre la Chine de participer si les intérêts américains sont menacés. Et tu sais, ce qui est incroyable, c'est que ce projet de loi a été lu à la Chambre. Je ne sais pas si je l'ai ici, mais il a été adopté à la Chambre par quelque chose comme 385 voix contre 2. C'est complètement fou. Je veux dire, tout le monde est d'accord à la Chambre. Ce n'est pas encore terminé.
mais le soutien est écrasant. Alors, qu'en penses-tu de la façon dont l'Empire essaie maintenant d'utiliser à nouveau ces outils du colonialisme dans la manière dont tout cela est construit? Eh bien, les outils du colonialisme sont d'abord les sanctions et la corruption. Ils adorent la corruption. Ils adorent la dictature. Ils adorent les dictateurs, pas les monarques ni les républiques. Ceux-là ont tendance à regarder leurs biens et à dire « Ah, c'est notre intérêt national ». Les dictateurs, eux, ont tendance à penser « Tout le monde me déteste ici parce que je vole tout pour vous, en partie pour moi. S'il vous plaît, ne partez pas. Je vous donnerai tout pour que vous restiez, car si vous partez, c'en est fini de moi. » Voilà le principe des dictateurs. On peut les élever parmi le peuple, d'où viennent la plupart des dictateurs, les placer sur le trône et ensuite dire « Voilà ». Et vous avez votre marionnette, car c'est ce que deviennent la plupart des dictateurs. Ils deviennent des marionnettes de l'Empire. L'exploitation ou la puissance brute de quelqu'un d'autre, là où l'on peut en tirer profit. Le problème avec la puissance brute, c'est que, en dehors de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la plupart des habitants ne sont plus armés de lances, ni ne vivent dans de petits villages ou des huttes. Ils vivent dans de grandes villes, entièrement connectées à Internet, et ils possèdent des missiles. Surtout les acteurs locaux les plus importants, comme disons l'Indonésie, la Malaisie, la Chine, voire le Japon d'ailleurs. À une époque, l'Amérique a ouvert le Japon au commerce en bombardant ses ports. Les gens ont un peu oublié la petite expédition de l'amiral Perry là-bas, anecdote intéressante, en menaçant ses voies maritimes de communication. Les Japonais n'étaient pas tellement effrayés à l'idée que leur ville soit menacée. C'était un problème, bien sûr. Mais les Américains ont clairement fait savoir qu'ils allaient fermer toutes leurs voies maritimes intérieures, les voies de communication maritime. Et dans un pays où l'on avait interdit l'usage des roues pour transporter des marchandises, il fallait acheminer la nourriture par la mer. C'était donc, en réalité, assez grave. Ils ont menacé d'un blocus maritime interne, et cela a fonctionné. Exactement, exactement. Alors les Japonais se sont dit, eh bien, soit nous devenons comme la Chine et nous nous faisons diviser, soit nous devenons comme ces types-là. Vous savez, la Russie a été envahie par l'Occident depuis l'an 1012 après J.C., par Yusuf Krabri, le prince héritier de Cracovie et ses alliés du Saint-Empire romain. Donc c'est ça l'Empire, sauf la Russie, tout le monde a été à un moment ou à un autre sous le joug de l'un de ces empires. La Russie est la seule qui n'ont jamais pu complètement, mon Dieu, qui nous déteste d'ailleurs. Nous continuons simplement à riposter. Les Thaïlandais sont très fiers de n'avoir jamais été colonisés. Mais bon, d'accord, c'est formidable. C'est vrai. Les Éthiopiens, mais nous avons aidé les Éthiopiens. Lorsqu'il y eut une expédition cosaque en Éthiopie pour une étude géologique, il y avait un escadron de Cosaques comme garde, une centaine d'hommes, et un lieutenant-colonel des forces cosaques, ainsi qu'un scientifique qui s'enfonça dans la jungle pour trouver la source du Nil blanc. Eh bien, l'empereur d'Éthiopie avait acheté beaucoup d'armes occidentales, mais il ne savait pas se battre. L'armée italienne était en route pour conquérir l'Éthiopie, prévoyant d'utiliser des tactiques de guérilla. Et les Cosaques russes ont dit « Attendez, laissez-nous vous apprendre à vous battre correctement. » Et ils ont complètement anéanti l'armée italienne. Je veux dire, c'était juste quand Mussolini a pris l'Éthiopie plus tard, bien plus tard évidemment, il l'a fait avec des armes chimiques. Il a simplement gazé la main-d'œuvre éthiopienne. Il ne pouvait pas l'affronter au sol. Donc, il y a quelques... D'accord, oui, la Russie n'est pas la seule, vous avez tout à fait raison. Il y a la Thaïlande, l'Éthiopie, la Russie et quelques autres pays. Mais ce sont un très petit nombre une petite portion de territoire en dehors de la Russie.
Tous les autres ont ressenti directement la domination de l'Empire. Et même si vous n'étiez pas gouverné par un empire, vous en ressentiez tout de même les effets, car il avait tenté de vous conquérir à un moment ou à un autre. Alors Marco Rubio vient de dire à tout le Sud global, qui en réalité n'est pas vraiment le Sud, mais le reste de l'humanité, les plus de 70% de l'humanité, on arrive pour vous, bébé, on veut vous remettre sous notre talon, et on va venir vous écraser. Et que font les Européens? Le message pour tout le monde, c'est « Ils viennent avec vous ». Génial. Ces salauds vont revenir. On ne veut pas de ces salauds de retour. Cela met donc tout le monde en alerte, au moins dans une certaine mesure, que ces types viennent pour nous. Et ce qui se passe toujours en politique mondiale, c'est que si quelqu'un dit « Utilisons la force, on va tous les écraser », alors tous les autres commencent à s'allier plus ou moins pour contrebalancer cela. Et vu l'état de l'économie européenne, et de l'économie américaine d'ailleurs, Krizeng se sent contrepoids tirita superpuissant basic Pori Ford. Je veux dire, écoute, si tu veux unir l'Inde et la Chine sur un sujet mieux que sur n'importe quel autre, le colonialisme, mon vieux. Elles savent toutes les deux ce qu'est le colonialisme britannique. Elles ont toutes deux subi les guerres de l'opium, la domination directe des compagnies des Indes orientales. Tu vois, c'est une base commune. Tu peux à peu près unir la majeure partie du reste du monde, rien qu'avec ça. Et ils ont juste dit, ouais, on va vous ramener les bons vieux jours, et on va vous les ramener par notre corruption forcée et nos sanctions. Ce sont des idiots à leur manière. Au moins, tu sais, il y a des choses qu'on dit à huis clos et qu'on ne dit pas en public comme ça. Non, mais, tu sais, même les idiots peuvent faire énormément de mal, non? Et réfléchissons encore une fois à ce projet de loi qu'on vient de nous montrer. D'accord? Il dit, bon, si l'on détermine que la Chine, qu'est-ce qu'il dit déjà? Cherche à exclure. Non. Si le président informe le Congrès que les actions de la Chine menacent Taïwan ou représentent un danger pour les intérêts des États-Unis, c'est bien ça. C'est encore cette histoire d'intérêt. Et ensuite, ils sont censés faire quelque chose. Le projet de loi a d'ailleurs été présenté par un démocrate, en fait, par Lucas Frank, adopté à une très très large majorité à la Chambre. Et puis tu sais, cette idée, la Banque des règlements internationaux est la seule institution de cette liste que je connais vraiment bien, parce que je l'ai étudiée pour un article que j'ai écrit à son sujet. Et vous savez, la Banque des règlements internationaux, les États-Unis en sont membres, mais elle ne fait pas partie de la branche exécutive américaine. Ce n'est pas la Maison-Blanche, ce n'est pas le pouvoir législatif, c'est la Fed. La Fed en fait partie. Le président de la Fed siège au conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux. Et la Fed elle-même, dans le cadre de la Constitution américaine, est assez protégée de l'influence des autres branches. La Banque des règlements internationaux est domiciliée en Suisse, mais le territoire sur lequel elle se trouve est extraterritorial. Il ne fait pas réellement partie de la Suisse. Donc, même si vous vouliez faire quelque chose à ce sujet, les seuls qui pourraient réellement intervenir sont les différents gouverneurs des banques centrales du monde. Cette affaire n'est donc tout simplement pas sous contrôle. Mais maintenant, il y a un projet de loi à la Chambre qui, si le président l'active, signifierait que les États-Unis doivent d'une manière ou d'une autre chercher à exclure la Chine. C'est donc comme si vous commenciez à essayer d'exercer une influence sur un organisme sur lequel, d'un point de vue légal ou même pratique, vous n'avez aucun pouvoir réel. Mais vous créez maintenant cet outil qui dit que vous devez essayer de toutes vos forces, ce qui signifie probablement une forme de coercition très très illicite. Comment voyez-vous cela? Pascal, examinons la situation d'un point de vue économique.
Les États-Unis, essentiellement avec leurs alliés d'Europe occidentale, déclarent une sorte de pseudo-guerre au reste du monde. En parité de pouvoir d'achat, la plus grande économie du monde en 2025 est la Chine, avec 39,5 billions de dollars. Les États-Unis sont à 30 billions, donc la Chine est déjà presque 25% plus grande que les États-Unis. Les États-Unis occupent la deuxième place, l'Inde est troisième avec 17 billions, la Russie est quatrième avec 7 billions et en croissance. Tout le monde progresse, sauf les États-Unis, qui ont une grosse bulle. Le Japon est cinquième avec 6,8 billions et s'enlise. L'Allemagne est sixième avec 6 billions et s'effondre. Et ensuite, en septième position vient l'Indonésie. La huitième place revient au Brésil. Et là, on commence à voir que, fondamentalement, la deuxième plus grande économie du monde déclare la guerre aux trois suivantes, y compris la plus grande. Ce qui, soit dit en passant, est absurde, car elle ne peut pas s'en passer. Elle a délocalisé la majeure partie de son industrie au cours des 30 dernières années. Presque tout ce qui est fabriqué en Amérique contient une part de composants chinois, ou du moins des pièces venues d'ailleurs. Les États-Unis ne peuvent pas survivre ainsi. Mais au lieu de reconstruire leur économie, ils continuent de dire « Hey, le Dow est important, pas les victimes d'Epstein, au fait. » Si vous regardez les auditions avec Bondi, c'est toujours « Le Dow, bon sang, tant pis pour les victimes. » C'est le Dow. Eh bien, le Dow, ce n'est pas Wall Street. Le Dow, c'est les marchés financiers. Je veux dire, c'est Wall Street. C'est le marché financier. Ce n'est pas la rue principale et ce n'est pas l'industrie qui doit soutenir un empire. Bon sang, si vous voulez construire un empire, les Britanniques ont pu le faire parce qu'ils avaient une immense base industrielle. Ils étaient la première puissance industrielle du monde à cette époque. C'est bien plus facile de faire ça que de dire « Hey, on veut vous conquérir, mais d'abord, pouvez-vous nous vendre quelques trucs pour qu'on puisse le faire? Pouvez-vous nous vendre des aimants en terre rare pour qu'on puisse vous bombarder? Sérieusement, on est presque à court. S'il vous plaît, monsieur. » C'était Marx? Non, non, c'était Lénine. Lénine, qui a dit que les capitalistes nous vendraient la corde avec laquelle nous les pendrions. Je crois que c'était soit Marx, soit Lénine, mais l'un des deux. Bon, disons Lénine. Mais il faut changer ça maintenant. Je veux dire, au XXIe siècle, il faut inverser la formule et dire qu'ils nous achèteront la corde avec laquelle ils se pendront eux-mêmes. C'est incroyable. Oui, exactement. C'est insensé. Je veux dire, n'importe qui, avec plus de 2 synapses en train d'essayer de s'étrangler mutuellement, devrait prendre du recul et se demander « Est-ce que tout cela a vraiment du sens ?» Il y avait un excellent sketch parodique sur YouTube à propos de l'Australie. Les ministres australiens sont assis là, et le ministre de la Défense dit « Oui, nous devons doubler notre budget de la défense parce qu'il faut protéger nos voies commerciales contre une incursion venue d'Asie. » Et quelqu'un demande « Eh bien, quel pays d'Asie? » « Eh bien, l'Asie. » « Quel pays d'Asie? » « Eh bien, l'Asie. » « Donnez-moi juste un pays, la Chine. » D'accord, donc nous devons doubler notre budget de la défense pour défendre nos voies commerciales contre une incursion de la Chine. Qui sont nos partenaires commerciaux? Eh bien, l'Asie. Qui en Asie? Eh bien, l'Asie. Eh bien, donnez-moi un A à la Chine. Donc la Chine est notre principal partenaire commercial. Mais nous devons doubler notre budget de défense contre la Chine, parce que la Chine pourrait faire des incursions sur les voies commerciales avec la Chine. Et c'est la même logique. C'est insensé. N'importe qui, à moins qu'ils ne gagnent de l'argent grâce à cela, ce que bien sûr nous savons qu'ils font, n'importe qui avec un peu de bon sens se demanderait « Pourquoi faisons-nous cela encore une fois ?» Ah, pour que vous puissiez recevoir des pots de vin du complexe militaro-industriel. Compris. Ainsi, Zelensky peut continuer à blanchir des centaines de milliards de dollars vers les États-Unis et l'Europe dans les poches de certaines entreprises.
compris. Je veux dire, c'est la seule façon de voir les choses et de se dire, d'accord, ça a du sens, à moins qu'ils ne cherchent délibérément à se détruire eux-mêmes. Mais comment faites-vous? Je veux dire, les gens, évidemment, je pense que M. Lavrov devait écouter ce discours, non? Je veux dire, c'est un discours trop important pour ne pas l'écouter, même si vous n'y étiez pas invité. Les Chinois étaient assis dans la salle. Je crois que Wang Yi a pris la parole juste après Rubio. Mais que pensez-vous qu'ils en retiennent? Vous savez, quand la plus grande puissance militaire du monde se met soudainement à utiliser ces termes et ces cadres pour rallier des soutiens, comment pensez-vous qu'ils l'entendent? Et comment pensez-vous que cela influencera leur prise de décision? Eh bien, nous pouvons le constater dès maintenant. La Russie, la Chine et l'Iran ont signé un accord de défense conjoint, en gros un accord de défense mutuelle. L'Iran avait auparavant des accords séparés avec la Russie et la Chine, mais désormais les trois sont réunis. Si nous continuons ainsi, nous finirons par déclencher la Troisième Guerre mondiale, une guerre ouverte. Nous voyons des conflits régionaux se former de la même manière que la Seconde Guerre mondiale a commencé. Elle a débuté par de petits conflits régionaux, puis les camps se sont constitués et une ligne de front claire est apparue. C'est exactement ce que nous commençons à observer aujourd'hui. Nous voyons une intégration des systèmes antiaériens russes, S-300, S-400, voire peut-être certains S-500, en Iran, formant une couverture complète, associée au système radar multi-réseau de pointe développé par les Chinois. Il repose également sur des satellites capables de détecter tout avion furtif approchant à plus de 500 km d'une zone de contact, et ils sont en cours d'intégration. Pour tout esprit rationnel, ce serait un scénario cauchemardesque pour Washington. Vous savez, le scénario idéal pour Washington, ce que Nixon et Kissinger ont fait, relevait du génie. Je veux dire, soyons honnêtes, ils avaient leurs raisons, mais ils l'ont fait de manière brillante. Ils ont séparé l'Union soviétique de la Chine communiste et en ont fait des rivales. Ils ont créé ce triangle. La Chine était alors le côté le plus faible du triangle, mais ils l'ont créé et on pouvait commencer à équilibrer les deux autres l'un contre l'autre pendant qu'ils vous équilibraient, vous et quelqu'un d'autre. Cela a d'ailleurs très bien fonctionné pour l'Amérique. Mais alors, vous savez, comme on dit, les coups continueront jusqu'à ce que le moral s'améliore. Nous allons continuer à frapper la Russie et la Chine jusqu'à ce qu'elles deviennent des alliés absolument proches, parce que c'est bien la dernière chose que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'elles soient alliées, mais nous allons tout faire pour qu'elles deviennent les meilleurs amis du monde. Et finalement, la Chine et la Russie vont se dire « Eh bien, en fait, oui, nous avons été amis par intermittence pendant les 400 dernières années. Et tiens, ça marche plutôt bien. Pourquoi nous battions-nous déjà? Ah oui, parce qu'un Anglais a passé la nuit chez nous. » Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc une fois que des alliances sont formées, il est beaucoup plus difficile de les briser. Le mieux, c'est de ne pas les laisser se former, surtout lorsqu'elles s'appuient en plus sur des alliances économiques. Des alliances économiques, vraiment. Bien que je soutienne encore que la version russe, chinoise et iranienne d'une alliance soit une version bien plus indépendante et souverainiste que ce que l'Occident entend par là. Car pour l'Occident, une alliance signifie intégration, interopérabilité et tout ce qui s'ensuit. Pour les Russes et les Chinois, je dirais que cela signifie, vous savez, avancer dans une direction similaire, tout en conservant une bonne dose de souveraineté au passage. Et les Iraniens aussi. Je veux dire, ils ont été très très réticents, en partie à cause de certains souvenirs. Et la reconnaissance, je veux dire indigène. Nous ne pouvons pas échanger nos capacités indigènes contre une aide étrangère.
même de la part de ceux qui veulent vraiment nous aider, parce que c'est ce que font les Européens. Les Suisses achètent des F-35 aux États-Unis. Et vous savez, tout le monde en Europe fait pareil, n'est-ce pas? Et ce faisant, on remet immédiatement, en quelque sorte, les clés de la défense nationale à, notre plus grand allié. Celui qui ensuite, à Munich, dit « Je suis là pour vous, et je veux que vous marchiez devant moi dans cette bataille que nous allons mener. » Eh bien, je nuancerai ce que vous dites à propos de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord, et bon, peut-être pas de la Biélorussie. La Biélorussie entretient une relation légèrement différente avec la Russie, davantage celle d'un État unifié, quelque chose d'intermédiaire. Mais pour les autres, c'est une alliance classique. Ce dont vous parlez, c'est une alliance classique. Ce que nous voyons en Occident, c'est une alliance qui relève plutôt du rapport vassal-seigneur. On appelle cela une alliance, mais c'est en réalité une vassalité. Nous sommes le suzerain, vous êtes le porte-étendard, et vous ferez ce que nous vous dirons, et viendrez combattre quand nous vous le dirons. Nous voulons aller en Afghanistan? Très bien. Vous irez en Afghanistan, mourir pour une raison ou une autre. Et ensuite, nous allons vous insulter et vous dire que vous n'avez rien fait. Et ils vont dire, « Oh, mais nous sommes morts pour vous. » Oui, mais vous êtes morts pour quoi? Vous n'êtes pas morts pour vos propres intérêts. Vous êtes morts pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Vous allez être en Irak parce que nous avons dit que vous seriez en Irak. C'est de la vassalité. Vous êtes le porte-étendard. Vous allez vous lever, ou bien nous allons vous abattre et remplacer votre seigneur par le seigneur de quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est du féodalisme à sa manière, sauf que c'est du féodalisme à l'échelle des États-nations. C'est incroyable à observer. C'est en quelque sorte du féodalisme volontaire, de la vassalité volontaire à un très haut degré. Je veux dire, l'Allemagne est un pays occupé. Parlons franchement, elle l'est toujours. L'Italie aussi. Autrefois, vous savez, on peut avoir des bases étrangères sur son territoire sans être occupé, mais eux, ils le sont. Leurs gouvernements sont occupés, leur politique est occupée. Et maintenant, pire que tout, on n'a plus besoin de l'opération Gladio, ni des armées de l'ombre, parce qu'ils sont occupés par des sociopathes absolument loyaux envers le suzerain. Et beaucoup d'entre eux, où vont-ils quand ils quittent le pouvoir? Ils partent faire une nouvelle carrière quelque part aux États-Unis. Vous savez, c'est la norme. Ou, dans le pire des cas, n'était-ce pas Sikorski, le ministre des Affaires étrangères de la Pologne? Sikorski. Vous savez, Monsieur Applebaum, oui, le mari de l'officier de l'armée américaine. Donc, le fils du ministre des Affaires étrangères de la Pologne sert dans l'armée américaine. Y a-t-il un conflit d'intérêts? Je dirais que oui. Voilà les élites. C'est un système pseudo-féodal dont ils sont tout à fait satisfaits. Restons réalistes. Allons. Le fils du vice-président, puis président, des États-Unis siégeant au conseil d'administration de la plus grande compagnie pétrolière d'Ukraine. Je veux dire, c'est normal. Ce n'est pas du féodalisme. Ce n'est pas de la corruption. C'est le business normal, la façon dont les choses se passent, la manière dont les affaires fonctionnent dans l'Empire, pour le bien de l'Empire. Le plus drôle, c'est que maintenant tout cela est au grand jour. Ils disent « non, c'est ce que nous voulons » et ils applaudissent. Donc c'est de plus en plus évident, je dirais, sauf pour ceux qui applaudissent. La seule chose pour laquelle on peut remercier Trump, à sa manière grossière, c'est qu'il a fait tomber les masques. Oui, des deux côtés. Tu vois, c'est ça le truc. Et je te garantis qu'ils en parlent depuis des années, depuis une décennie. Ils le faisaient simplement à huis clos. Oui, c'est le genre de choses que le président devrait savoir. Et Dieu nous en garde si ces barbares étrangers venaient à le découvrir. Oh mon Dieu, c'est notre jardin après tout. Mais avant, ils ne disaient pas ce genre de choses.
Maintenant, tout est à découvert. Même Borrell, des gens comme lui, s'expriment ouvertement, lâchant tout haut ce qui restait tu jusque-là devant tout le monde. Alors, les gens qui veulent enfiler des lunettes roses. Non, il faut plutôt des lunettes noires de nos jours pour voir le fantasme qu'ils préfèrent à la réalité. Aucune paire de lunettes roses ne pourra cacher toute cette boue. C'est trop. Mais ceux qui ont la tête enfouie dans leurs propres arrière-trains, c'est difficile de rester comme ça. Et pourtant, s'ils te disent clairement « On vient te chercher », lis entre les lignes. Empire, bébé. On va te chercher. Tu nous manques à dîner, Dodge et dîner. Et t'es forcé, tu disais que goff, mais c'est là, je vois. Et la partie incroyable, bien sûr, c'est qu'ils le font juste sous nos yeux, n'est-ce pas? Je veux dire, le génocide à Gaza, la manière dont Gaza a été pratiquement exterminée par l'Occident. Ce n'était pas seulement Israël, c'était toute une approche occidentale, protégeant et veillant à ce que cela puisse se produire. Et maintenant, ils font la même chose à Cuba. Cuba est désormais sous un siège néocolonial. Non, même pas néocolonial, un siège colonial classique et une politique de famine qui consiste en gros à dire si cela doit être jusqu'à l'extermination, alors qu'il en soit ainsi. Mais Cuba, c'est ton tour maintenant. Donc cette approche est déjà mise en pratique. Cuba va être intéressante à observer parce que j'ai écrit un article. Je vais dire qu'ils ont entendu parler de mon article, selon lequel, vous savez, la Russie doit sauver Cuba en envoyant des pétroliers et une escorte militaire. La Russie envoie, c'est sorti dans les nouvelles hier ou avant-hier, la Russie va envoyer des pétroliers avec du carburant à Cuba. Donc je vais simplement prétendre que, vous savez, Poutine a lu mon article. Bon, je ne peux pas dire qu'il ne l'a pas lu parce que personne ne sait s'il l'a fait ou non. Mais, vous savez, je vais assumer la responsabilité de ça. Puisque apparemment je lui ai dit ça pendant qu'on prenait le petit déjeuner ensemble, parce que, selon Newsweek, je suis un allié très proche de Poutine. Je ne pense pas que cet homme sache que j'existe. Mais bon, il y a toujours de l'espoir. D'accord, d'accord. Je veux dire, vas-y, vas-y. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, si tu le fais, peux-tu lui dire qu'il devrait dire que 2 plus 2 font 4? Parce que cela détruirait les mathématiques occidentales. Mais justement, tu vois, j'adorerais ça. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Tu viens d'écrire que non seulement les femmes peuvent donner naissance, mais que d'autres le peuvent aussi. Je ne sais pas. La politique mondiale est déjà assez folle pour moi. Je ne vais pas m'aventurer dans cette partie de nos confusions sociales. Mais tu sais, en tant qu'homme gay, je défends certaines choses, mais pas la folie qui va avec. Bref, continuons avec Cuba. Oui, mais c'est une décomposition de la société quand on en arrive à quelque chose d'aussi évident que, oui, c'est comme dire que 2 plus 2 font 4. Eh bien, est-ce que ça fait 4? D'ailleurs, il y a eu des articles aux États-Unis à ce niveau d'idiotie affirmant que 2 plus 2 font 4 relèverait des mathématiques blanches et racistes. Oui, je veux dire, j'aimerais comprendre cela. J'aimerais comprendre le raisonnement qui mène à ça. Mais oui, je ne pense pas que ce soit productif pour construire une société fonctionnelle. Mais laissons cela de côté. Laissons ça là et nous en reparlerons une autre fois. Revenons à Cuba, parce que je pense que la discussion n'est pas terminée. Comment tu penses que cela va se dérouler? Parce que nous nous étions arrêtés à toi, avec Poutine lisant ton argument. Oui. Eh bien, la Russie dit, vous savez, la preuve sera faite quand on verra ces pétroliers bouger. Le gouvernement russe a déclaré qu'il allait envoyer 2, peut-être plusieurs pétroliers pour sauver Cuba.
Donc, on verra. Est-ce que les États-Unis saisiraient des pétroliers russes, pas les Russes eux-mêmes, mais les navires? Vous savez, quelque chose de, disons, discutable. À qui ça appartient, sous quel pavillon c'est enregistré? Il a changé de pavillon 20 fois, mais de vrais pétroliers appartenant à la Russie, ce serait un acte de guerre. S'il y a du personnel militaire russe à bord de ces pétroliers, s'il y a une escorte navale russe avec eux, ce serait un acte de guerre. Je ne pense pas que Trump ira jusque-là. Il va simplement prendre du recul. Mais ce qu'on va voir en Iran, je ne sais pas. Vous savez, ça va être le test pour savoir jusqu'où l'Empire a vraiment du courage. Parce que, comme vous l'avez remarqué, les Iraniens, dans leurs négociations, ils ne reculent pas. Ils sont prêts à rétablir, disons, le moratoire avec inspection sur l'uranium de qualité nucléaire, mais ils ne construisent pas de bombes nucléaires de toute façon. Donc c'est pas exactement ce qu'ils veulent. Oui, exactement. Tu sais, la chose la plus intelligente serait que Trump envoie une frégate dans le détroit d'Ormuz et dise « Vous voyez, c'est ouvert. Ils nous craignent. Rentrons à la maison. » Ce serait la chose la plus intelligente qu'il puisse faire. Malheureusement, ça n'arrivera probablement pas, parce que Trump ne lit certainement pas ce que j'écris. Ça, je peux le garantir à 100%. Tu sais, si demain les combats commencent, l'Europe est fichue, parce que le détroit d'Ormuz sera fermé. 36-38% du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont à peu près assez de pétrole pour eux-mêmes, pas forcément toutes les qualités dont ils ont besoin, mais avec le Venezuela, ils pourraient encore s'en sortir s'ils étaient vraiment désespérés. Les prix vont augmenter, à moins que le gouvernement n'intervienne et n'impose une sorte de plafonnement des prix ou ne nationalise le pétrole, ce que je verrais plutôt comme un plafonnement des prix que comme une nationalisation. Mais le problème, c'est que lorsque 38% du pétrole mondial disparaît du marché, il n'y a tout simplement plus assez de pétrole pour le monde. Oui, bien que tu sais à ce stade, le fait est que le commerce trouve toujours un moyen, d'une manière ou d'une autre. Donc ce qui se passerait, c'est qu'il emprunterait d'autres routes. Cela deviendrait beaucoup plus cher. Cela nuirait encore une fois aux économies les plus vulnérables d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et aussi d'Europe. Mais je veux dire, il ferait quelque chose. Mais cela ferait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Oh oui. Eh bien, regardez aussi. Le deuxième fournisseur de GNL pour l'Europe, c'est le Qatar. Le Qatar pousse le GNL. On ne peut pas expédier du GNL. Enfin, on pourrait en camion, mais ce serait incroyablement coûteux une fois arrivé en Europe. Et soit dit en passant, juste pour montrer que Dieu a de l'humour, et un très bon, il y a eu un méthanier américain qui est resté coincé dans la glace. Les Allemands ont envoyé leur unique brise-glace. Il est coincé dans la glace. C'est un brise-glace au diesel. Les brise-glaces nucléaires, oui, ceux-là sont sanctionnés. Ils sont russes, donc sanctionnés. J'imagine donc qu'ils attendent le dégel du printemps, ce qui, soit dit en passant, signifie que vous payez une pénalité chaque jour où le navire ne peut pas bouger. Vous, en tant que propriétaire de la cargaison, payez les pénalités si le navire tombe en panne. Le droit maritime est très intéressant. Il est rédigé pour protéger le propriétaire du navire. Si vous transportez une cargaison et que votre navire tombe en panne, vous ne payez pas les réparations. Les coûts de réparation sont répartis entre les propriétaires de la cargaison. Quelle que soit la part de cargaison que quelqu'un possède, c'est la même proportion qu'il paye pour les réparations du navire. C'est insensé quand on y pense, mais c'est ainsi que ça fonctionne. C'est comme si mon bus tombait en panne et que je disais « Bon, tout le monde dans le bus, commencez à me donner de l'argent si vous voulez qu'il soit réparé. » C'est la même chose. Donc dans ce cas, l'Europe va être complètement dans le pétrin, du moins à court terme, disons pendant quelques mois. Mais imaginez seulement quelques mois en Europe sans assez d'essence ni de GNL.
Oui, non, cela va encore avoir un impact énorme. Donc j'espère vraiment que ça n'arrivera pas, surtout pour les Iraniens, qui seraient, soyons honnêtes, ceux qui souffriraient. Ce serait une autre guerre qui viserait autant que possible les civils. Et on nous la vendrait comme quelque chose de bien. Enfin, peut-être pas même comme bien, mais comme une intervention humanitaire, parce qu'ils n'ont plus besoin de la justifier, n'est-ce pas? Ils peuvent simplement dire que c'est dans notre intérêt. Mais Stas, c'était une très bonne discussion. Merci beaucoup pour tes analyses. Les gens qui veulent te trouver doivent aller sur Twitter, à Slavicman, Monsieur Slavicman. Monsieur Slavic Man, ou si vous allez sur X, c'est Stanislav Krapivnik. Vous pouvez utiliser l'ancien nom, mais il est trop long. Donc Stanislav Krapivnik, Stanislav sur X. Il y a aussi mes liens là-bas pour tout le reste. Oui, @MissSlavicMan, avec Slavic écrit avec un K pour YouTube. D'accord, parfait. Je mettrai les liens dans la boîte de description ci-dessous. Stanislav Krapivnik, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, toujours un plaisir.